Bonjour à tous. Je suis Norbert Claude Gorin, le président de ce congrès et le chef du département d'hématologie-oncologie de l'hôpital Saint-Antoine. J'ai à ma droite le professeur Madrigal, qui est le président de la société EBMT, qui est une grosse société, comme vous savez probablement, et à ma gauche, le docteur Laurent Garderet, qui est maître de conférence dans notre service et qui a tout organisé. Donc si tout va bien, c'est lui, si tout va mal, c'est pas moi. Ça commence comme ça, hein, ça commence comme ça. Voilà. Arnaud Manque, qui est le président de la Société des infirmières, Nurses Group, qui est ici aujourd'hui pour le Patient and Family Day, mais les 3 jours qui vont venir également pour le congrès des infirmières. Anna Sureda du board, enfin du conseil d'administration, voilà en français, de l'EBMT et qui a en charge plus particulièrement le Patient and Family Day. Et Anita Waldman, qui est plus spécifiquement Myeloma Group. Comme l'a dit M. Gorin, M. Madrigal est le président de l'EBMT. L'EBMT est un groupe majeur dans le monde. We are not just a society that get together in meetings. We are a society that plays a very important role in interacting with patients and with families. So our society since then has grown to the point that now we have nearly 4,000 participants or members. We have over 536 centers, that's hospitals or organizations that plays a unique role in performing transplantation in over 57 countries. And that's an impressive number when you consider that that's worldwide. That's including countries outside Europe. We have participant societies of centers from, for instance, South Africa, Australia, Japan, and other countries. So we really have played a role as a community, and I will show you the power of this society in other aspects right nowadays. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Madrigal, for this excellent overview of the EBMT. On a donc pu voir l'excellence de l'EBMT, une activité très importante, réactive aux événements. Vous avez noté plus de 350 000 greffes. La greffe est effectivement une thérapeutique majeure. Ce n'est pas la seule, mais elle permet de guérir un très grand nombre de patients. À la suite de cette intervention, nous démarrons donc la session plénière numéro 1. Quel est l'avenir justement de la greffe? Alors, vous le savez sans doute, il y a 2 types de greffes. L'allogreffe, à partir d'un autre individu, et l'autogreffe. Nous avons la chance ce matin de recevoir M. Gösta Garton, qui vient de la prestigieuse institution en Suède, de Karolinska Institute, et qui a été le premier à réaliser une allogreffe pour traiter un patient porteur d'un myélome. C'est encore une procédure difficile. Il va nous expliquer quel est le futur de l'allogreffe. Nowadays, we perform 8 to 10,000 allogeneic transplants in leukemia in EBMT. Now, how do these transplant distributes as to diagnoses? Well, you can see the bulk of transplants are performed in acute myelocytic leukemia, which is the most common acute leukemia in adults. But there are also many performed in acute lymphoblastic leukemia, the most common one in children. So if I summarize now my talk, I will just say that we aim with this prognostic factor analysis to maybe individualize treatment later on due to the prognostic factors that we find. And of course, we want to analyze the graft versus host disease and try to dissect the graft versus host and the graft versus myeloma or leukemia or malignancy that you have, because that we want to have. There may be a drug that might help us in this situation. There is a drug tried now, bortezomib. There are other drugs that are tried in order to circumvent this. High-resolution typing, I was talking about, might improve results.
I didn't talk about cord bloods that were made here in France for the first time by Jan Gluckman, as we were told. There may be some less GVHD with cord blood, but there are other problems with cord blood. It's not easy to get enough cells. Modification of conditioning, maybe we'll come to something in between the low dose and the high dose, and maybe that will be better. New drugs will also come in the conditioning regimens. And then we may treat the patient around the transplant in another way, but that has to do with the transplant. You can get T cells to malignancies afterwards, and that might cure a relapse, for example. There are another cell coming up, the natural killer cell, NK cells, that might be used either together with the conditioner or later on, and that might be a new way to help improving allogeneic transplantation that we all want to do in order to make a better life for all you who have these kind of disorders. Thank you very much. Je vais parler des autogreffes. Que Sagarton vous a parlé des allogreffes. Je vais vous parler des autogreffes et je vais vous raconter une histoire. Comment est survenue la première autogreffe et quels sont les développements qui sont survenus ultérieurement. Donc vous voyez là, j'ai fait un plan, l'historique de la première autogreffe, 1977. La congélation des cellules souches, c'est une histoire de cryopréservation parce qu'en fait, tout était autour de ce problème, qui est de congeler des cellules souches. Un problème particulier, le traitement des leucémies aiguës par autogreffe. Et puis ensuite, je vous montrerai beaucoup d'autres développements des autogreffes. Le schéma était à cette époque diagnostic, chimiothérapie, pour diminuer le taux de cellules blastiques dans la moelle. Et au moment où le malade rechutait, malheureusement, donc on était quand même extrêmement, je dirais, prudent à cette époque, et malheureusement on attendait la rechute, cette moelle osseuse était réinjectée ici après irradiation corporelle totale. C'était le vieux schéma qui a été ensuite remplacé par un autre schéma qui est celui qui est utilisé aujourd'hui, où après le diagnostic initial chimiothérapie à nouveau, prélèvement d'un greffon. Il est marqué ici moelle parce que c'est ancien. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est surtout des cellules souches du sang périphérique, je vais y revenir, et autogreffe en rémission complète. Ces autogreffes se sont développées considérablement. Vous avez vu que le nombre d'autogreffes en Europe faits par an est de l'ordre de 17 000. Pour le monde entier, on multiplie par 2 pour l'Amérique, ça fait 34 000. Puis on rajoute 2 ou 3 000 pour les autres pays qu'on a oubliés. Grosso modo, on n'est pas loin de 40 000 autogreffes par an. L'autogreffe, pour moi, c'est la chose la plus importante. Mais j'ai regardé un petit peu ce que l'autogreffe a apporté à l'hématologie. Et je pense beaucoup de choses. La plus importante, c'est la cryopréservation. À partir du moment où on a été capable de congeler avec efficacité des cellules, non seulement on a fait des autogreffes, mais on a exporté ça au sang de cordon. Et en réalité, le sang de cordon qui est actuellement dans les banques de sang de cordon est cryopréservé exactement avec la même technique. En faisant des autogreffes, on s'est également occupé de ce qu'on appelle en anglais le graft engineering, c'est-à-dire qu'on s'est mis à manipuler les greffons. Et pour manipuler les greffons, on les a, selon les années, enfin ça a évolué dans le temps, purgés ou essayé de purger des cellules tumorales qui pouvaient les contaminer. On a mis en expansion des progéniteurs, on a fabriqué des cellules rouges extrêmement jeunes qu'on appelle des réticulocytes en bioréacteurs. Et puis, le monde actuel se passionne pour 2 types de cellules, qui sont les cellules souches mésenchymateuses, en particulier pour les accidents d'irradiation, mais pas seulement, les cellules souches embryonnaires et d'autres cellules jeunes qu'on appelle les IPS, qui sont des cellules somatiques transfectées par un ou plusieurs gènes et qui redonnent des cellules souches multipotentes. Maintenant, pour le reste, les autogreffes, bien sûr, ont servi au traitement de pas mal de maladies, servent leucémie aiguë, lymphome non-Hodgkinien, maladie de Hodgkin, myélome. Certaines maladies auto-immunes, comme les lupus et les scléroses en plaques, on ne peut pas dire que ce soit passé en routine. Ça n'est pas vrai, mais ce sont des essais qui ont lieu et qui sont extrêmement importants. Les accidents d'irradiation, je l'ai dit. Et puis la médecine régénérative, vous avez évidemment entendu parler des essais de traitement de l'infarctus du myocarde, des artérites des membres inférieurs, des ostéopathies dégénératives, etc., des troubles sphinctériens, même avec des cellules souches autologues. Il a été montré il y a 4 ans, par une équipe japonaise, 5 ans peut-être déjà, dont le premier auteur était Yamanaka,